Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce soir, la rédaction accueille Aïnoudine Salim, conseiller départemental de Mtamboro, également président du groupe centriste. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce matin a eu lieu la séance plénière pour évoquer le budget 2014, également pour voter le budget primitif 2015. Nous verrons cela avec vous au cours de ce journal. Avec nous également El Aziz Hamidou, secrétaire général de l'UDFO, l'Union départementale de force ouvrière. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce vendredi, on célébrera la fête du travail et 1er mai oblige, vous serez tous dans les rues de Mamoudzou ce jour-là. On en parlera à la fin de ce journal, mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 29 avril. Mauvaise nouvelle pour les nouveaux élus, les comptes laissés par leurs prédécesseurs ne sont pas bons et le budget primitif du conseil départemental pour 2015 s'en ressent. Explication dans ce journal. Le club handisport de Mayotte a été une nouvelle fois cambriolé hier. La quasi-totalité des équipements d'entraînement ont été dérobés. Les membres du club sont sous le choc. Alors que l'Europe redouble d'efforts pour lutter contre les dangers des traversées en mer des migrants clandestins, Mayotte, région ultra-périphérique, reste à l'écart. Pourtant, les morts en mer ne diminuent pas. Reportage à la fin de cette édition. Toute la matinée, les élus de la nouvelle assemblée départementale étaient rassemblés en séance plénière. Une journée très importante puisque c'est aujourd'hui qu'a eu lieu le vote du budget primitif 2015. Tous les rapports présentés ont été approuvés à l'unanimité, même si la politique de rigueur budgétaire pourrait bien donner lieu à du rififi dans les prochaines semaines. Reportage signé Pierre Bellucci. L'unanimité demeure au sein du conseil départemental puisque tous les rapports de la séance plénière du jour ont été adoptés par 26 voix. Une journée primordiale puisque la nouvelle assemblée a dû se pencher sur le budget primitif ou encore sur les comptes administratifs 2014. Ces derniers ont ainsi révélé un excédent de 39 millions d'euros mais également un déficit de 13 millions au cours de l'année 2014. La cause, une augmentation des dépenses associée à une baisse des recettes. Après de nombreux débats en interne, les 26 millions d'euros d'excédent virtuels doivent être injectés dans le budget fonctionnement et non investissement. Des chiffres qui restent cependant à confirmer puisque suite à quelques incohérences révélées par l'épluchage des comptes, la vigilance reste de mise. Effectivement, il y a des doutes sur l'inscription de la totalité des dépenses. Est-ce que toutes les dépenses de l'année ont été réellement inscrites, qui confirmerait l'excédent de 16 millions ou pas? Donc il y a un travail effectivement qui est encore une fois fait là-dessus. Nous avons demandé à nos services de travailler là-dessus pour qu'un pointage réel soit effectué. Mais je crois que dans tous les cas, on ne sera pas loin des montants qui a été indiqué. Quoi qu'il en soit, le nouveau conseil départemental va devoir réduire ses dépenses puisque le budget primitif 2015 apparaît limité, pour ne pas dire très restreint. 266 millions sont ainsi attribués au fonctionnement contre seulement 63 millions pour l'investissement. La marge de manœuvre apparaît pour le moment bien faible pour les grands projets de PMI, de voirie rurale, de transport interurbain ou encore de rattrapage social avec la métropole. Les élus le savent, ils doivent trouver des recettes et pour cela, chacun semble avoir son idée. Il va falloir prospecter du côté des sources de recettes et parmi ces sources de recettes, il y a notamment ce qu'on dit très peu, nous avons des créances à recouvrer, beaucoup de créances. C'est-à-dire, c'est de l'argent frais qui nous permettra de respirer un peu. Mais pas seulement, c'est pas la seule source. Il y aura d'autres sources. Au-delà de ce budget primitif, il va falloir que l'exécutif parte à la recherche de moyens financiers. Et à mon sens, les deux domaines les plus marqués où il y a un potentiel de réussir, c'est de revendiquer nos compensations financières dans le domaine régional et de débloquer les minima sociaux et d'avoir les compensations nécessaires financières pour pouvoir mener pleinement ces missions. Des décisions modificatives à ce budget primitif doivent être présentées dans les prochaines semaines. Elles promettent déjà d'être difficiles, voire d'ébranler l'unanimité ambiante. Une chose est sûre, les élus n'ont vraiment pas de quoi se reposer sur leur laurier. Aïnoudine Salim, vous êtes conseiller départemental de Mtamboro, également président du groupe centriste. On l'a vu dans le reportage, le budget du conseil général, du conseil départemental, pose problème. C'est ce qu'on doit comprendre.
Le budget du Conseil général, quand même, il a été voté à l'unanimité aujourd'hui parce que, bien sûr, nos services ont bien fait leur travail et que si ça a été si facile à voter, c'est parce que nous avons eu 16 millions d'euros de l'année dernière qu'on a pu injecter dans le fonctionnement cette année. Donc, il y a une continuité dans le budget des années qui viennent de passer et c'était tout à fait normal que tout le monde, les 26, puissions voter ce budget. Il y a quelques questionnements, ce qui est tout à fait normal partout, dans chaque organisation, on a des questionnements. Donc nos questions, nous les avons posées à nos techniciens et nous attendons certaines réponses d'ici peu. Et si tout a été déclaré comme ça, c'est très bien pour la collectivité. S'il y a encore des choses qui restent dans les placards, on pourra bien les trouver et on pourrait mettre des décisions modificatives derrière. Si aujourd'hui tout le monde a voté ce budget, je pense que c'est parce que c'était un budget assez sincère quand même. Ça décrit. Plus de 300 millions ont été votés, hein. Non. Plus de 300 millions d'euros. Hein. Voilà, c'est un budget assez sincère et c'est un budget qui va permettre, parce que le vote du budget, c'est le moment le plus important, c'est la séance plénière le plus important de chaque année. Donc si on ne le vote pas aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas assez de manœuvres pour pouvoir travailler tranquillement dans l'année. Donc ce qui était juste et justifié, moi j'étais dans la commission des finances hier, donc c'était juste et justifié qu'on le vote ce budget. Et maintenant il appartient aux élus, à l'exécutif, d'aller chercher quelques millions d'euros, quelques millions d'euros ailleurs, parce que nous avons des créances auprès de l'État. Donc il faut peut-être que tout le monde se serre les coudes pour pouvoir aller chercher cet argent. Et le vote à l'unanimité représente aussi le fait que, enfin, à Mayotte, les élus parlent la même voix. C'est quelque chose que les Mahorais doivent comprendre. Quand il s'agit de développer cette île, on est capable de s'entendre, on est capable de parler de la même voix, on est capable de se mettre autour d'une table pour, bien sûr, développer ce pays. Alors, on a vu plus de 300 millions. Et où est-ce que le conseil départemental va trouver cet argent ? Non, mais quand je dis il faut trouver de l'argent, je pense qu'en lisant le budget, il y a beaucoup de lignes, il y a beaucoup de jeunes élus qui arrivent, donc il y a peut-être des lignes qu'on est en train de découvrir. Mais je sais qu'il y a de l'argent quelque part. Nous en parlons tout le temps. Nous avons nos budgets indus quand il s'agit de notre partenariat avec l'État. Donc on ne peut pas, par exemple, nous dire que nous voulons, prenons l'exemple de RSA, on ne peut pas se dire qu'on veut atteindre les 100% un jour et sans voir l'État nous accompagner. On ne peut pas tous les ans mettre le même chiffre sur le budget et demander que les ayants droit touchent un peu plus. Alors on a vu moins d'investissement que de fonctionnement, c'est fait exprès ? Je pense que oui. C'est fait exprès parce que c'est avec les moyens que nous avons. On ne peut pas... on a quand même pas mal de budget sur le fonctionnement parce que pour faire fonctionner aujourd'hui une collectivité unique, parce que nous sommes département, mais aussi nous sommes région, et il faut bien du moyen. Alors, autre sujet du jour au sein de l'Assemblée, l'extension de la fibre optique. Le Sud, qui en est aujourd'hui dépourvu, attend impatiemment l'arrivée du nouveau dispositif. L'occasion pour le président du conseil départemental de réagir sur le futur projet. On l'écoute au micro de Camille Leca. La fibre optique, c'est essentiel puisque, comme vous le savez, toute la partie sud, comme il a été indiqué lors de la présentation de cette opération, toute la partie sud de Mayotte est en quelque sorte numériquement très enclavée. Et que par conséquent, l'objectif de ce projet, c'est de désenclaver le sud. Ça aura plusieurs conséquences. D'abord, au niveau de l'installation des entreprises, ça sera un facteur d'attractivité. Au niveau des particuliers, là aussi, ils vont se retrouver dans les mêmes situations que leurs compatriotes du Nord, n'est-ce pas ? Et évidemment,
là aussi, ça permettra à un certain nombre de sociétés de pouvoir s'installer dans cette partie sud de Mayotte. Le gymnase de Cavani a une fois de plus été visité. Les faits ont eu lieu entre jeudi dernier et ce lundi, aux alentours de 17h. Des jeunes ont pénétré dans les locaux de l'association Handisport et ont tout saccagé. Ils ont emporté avec eux des fauteuils roulants et du matériel pour personnes handicapées. Le préjudice s'élève à 7 000 €. Reportage Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Les nacos ont été brisés. Vraisemblablement, les voleurs auraient arraché les barres de fer à la force de leurs mains en s'aidant de pierre. Depuis jeudi, en fin de journée, ces locaux sont visités. Donjon, Fédération et l'association Handisport en payent les frais chaque année. Mais selon les habitants, le stade de la délinquance de survie est dépassé. Ici, les cambrioleurs n'auraient pas volé pour s'enrichir. Ils pensent même que la consommation de drogues chimiques pourrait expliquer leur comportement. Des comportements qui contribuent pour les Mahorais à ternir chaque jour l'image de l'île au lagon. Pour l'ensemble de l'île, en fait, c'est une très mauvaise image. Oui. C'est aux élus et la population de l'île à prendre conscience à ce qui se passe, parce que je pense que c'est quand même de l'argent perdu. Tous les jours, on se bat, on fait des grèves à droite à gauche. Bon, nous, on réclame des MJC, des foyers de jeunes. Au final, résultat, c'est la casse. Après, ça sert à quoi en fait de faire des grèves tous les jours des jeunes en disant oui, en réclamant certaines choses. Le secteur est réputé sensible. Les agents techniques du conseil départemental déplorent la situation et sont conscients qu'ils peuvent se faire agresser. Après avoir reçu des menaces, ils continuent à refuser de laisser la peur s'installer et essayent de maintenir le dialogue au quotidien avec les jeunes du quartier de Cavani. Il faut dire que sur Mamoudzou, c'est le seul gymnase qui accueille lycées et clubs. Autour de la structure, plusieurs autres organismes occupent les locaux comme l'association Handisport. Dire que oui, s'il y avait une foyer de jeunes, s'il y avait un plateau, je pense que ces jeunes-là, ils ne seraient pas en liberté, ils seraient pas. Mais est-ce que, honnêtement, est-ce que c'est la vérité? Non, je ne pense pas. Ben, je ne sais pas d'où ça vient ce problème, mais... Les jeunes cambrioleurs n'ont plus aucun scrupule. Ici, de nombreux matériels mis à leur disposition ont été volés et même détruits. Chaque année, les locaux qui s'y trouvent sont visités et vandalisés. Les responsables vont déposer plainte et espèrent que les vols cessent enfin. Affaire à suivre. Autre cambriolage qui a eu lieu celui qui a eu lieu dans les locaux de la caisse d'allocation familiale. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Malgré le dispositif de sécurité mis en place, les malfaiteurs ont réussi à s'introduire dans les locaux. Davantage d'explications avec Camille Leca. En arrivant au bureau ce matin, les salariés de la caisse d'allocation familiale ont eu la très mauvaise surprise de voir leur lieu de travail saccagé. La veille au soir, en effet, des individus ont réussi à s'y introduire et à y dérober du matériel. Pour la direction de la CSSM, cet incident vient porter un coup à la structure, déjà fragilisée par des actes de vandalisme perpétrés quelques semaines auparavant. Il y a eu 2 vols effectifs où les gens ils sont entrés par l'arrière-cour. Et sans oublier un gros incident qu'on a eu, mais là, c'était pas du vol. C'est du vandalisme de quelqu'un qui est venu vandaliser notre accueil. Donc ça devient très difficile d'accomplir une mission de service public. Dans ces conditions-là, on est obligé de gaspiller les deniers publics pour nous parer contre un phénomène qui, hélas, se généralise un peu sur Mayotte. Des vitres cassées, 2 ordinateurs volés, des dégâts matériels auxquels il faudra ajouter l'atteinte portée au moral des salariés qui doivent maintenant composer avec ce sentiment d'insécurité. C'est autant de collègues qui, malgré tout, subissent un traumatisme. Donc au lieu de travailler sereinement, ils vont travailler un peu plus dans la crainte un peu, quoi. Donc voilà, on aura certainement une baisse d'efficacité du fait du matériel qui nous fait défaut, mais surtout du fait que les gens ne travaillent plus sereinement, quoi. Cette sensation d'avoir été visité, ça n'est jamais agréable pour personne. Même si pour l'heure, il est encore difficile d'évaluer de manière exacte les conséquences sur le traitement des dossiers, il ne fait aucun doute que les allocataires vont devoir faire preuve de patience dans les semaines à venir. Et on
en vient maintenant à cet incendie qui s'est déclaré ce matin à Kwale, près de la rivière de Tsunzu. Une maison est totalement partie en fumée. D'après les premiers témoignages des habitants, le départ de feu pourrait être criminel car la veille, la maison voisine avait été cambriolée. Selon eux, les voleurs auraient pu mettre le feu pour effacer leurs traces. Pour l'instant, rien n'est confirmé. Une enquête a été ouverte cet après-midi. Et les parents d'élèves de Vaïbé, soutenus par des enseignants, ont fermé l'école élémentaire du village. Ils dénoncent les mauvaises conditions d'accueil des élèves, l'état déplorable des sanitaires. Mais derrière ces problématiques récurrentes dans les établissements scolaires de l'île se cachent d'autres problèmes. On écoute ce parent d'élèves au micro de Shakila Youssouf. Insécurité ya wana kaisiva volekoli mana zuzi tu directeur a évacué ça va wanataka toujours wasoma mana va courant ito étincelle va tuja hodzi mana babu remwangalia va milongo ya pasula va izi odatu zurubelo no wana quasi si fiable. Angalia zibar, angalia salle de classe par exemple salle bandiza salle na hekaleo wana wasoma bao bepsujavua i communication yao na fundi yo rompirabuzi tampaka ivua ilawa hazitoli na mnazitio fujo mana kabasi plafond ainsi de suite. Immigration maintenant, à l'heure où l'Union européenne s'émeut des drames humains qui se jouent dans la Méditerranée et tente d'y mettre fin, la situation de Mayotte n'est toujours pas évoquée. Parmi les nouvelles mesures de lutte contre l'immigration clandestine prises à Bruxelles, aucune ne concerne le 101e département, aussi région ultrapériphérique européenne. Pourtant, entre les Comores et Mayotte, des milliers de migrants clandestins auraient perdu la vie depuis une vingtaine d'années. Explication avec Camille Leca. Le 19 avril dernier, 800 migrants ont perdu leur vie en Méditerranée, au large de la Sicile. Un naufrage qui a poussé l'Union européenne à réagir. Lors du sommet extraordinaire de Bruxelles de jeudi dernier, les 28 décident de renforcer la surveillance en mer. Seulement, le cas de Mayotte ne sera jamais mentionné. Pourtant, ici, les traversées dramatiques de migrants sont quotidiennes. Le sénateur Tani Mohamed Swalihi a tenu à le rappeler ce matin sur notre antenne. À chaque fois qu'on voit ce qui se passe ailleurs et on compare par rapport à notre situation, on a le réflexe de réagir. Je rappelle, comme vous l'avez rappelé dans votre journal, qu'il s'agit d'une réaction à quelque chose de spontané, mais ça n'atténue pas effectivement le fait que on peut profiter de cette situation pour regarder Mayotte, d'autant plus qu'ici, la problématique n'est pas ponctuelle, n'est pas occasionnelle, mais permanente. Une situation permanente qui a donné un triste surnom aux 70 km séparant Anjouan de Mayotte, le canal de la mort. Depuis 1995, les autorités comoriennes comptent 12 000 morts. Un rapport sénatorial émis en 2012 évoque, lui, entre 7 000 et 10 000 morts. Mais si certaines nouvelles mesures édictées par Bruxelles pourraient aider la lutte contre l'immigration clandestine, pour le sénateur de Mayotte, l'application de tous les dispositifs du droit commun européen ne serait pas forcément avantageuse. Le fait que Mayotte jouisse d'une législation différente de la législation de droit commun de l'Europe, ça n'a pas que des effets négatifs, et notamment en matière de rétention des personnes et de délai de reconduite. Parce que si nous intégrons là-dessus le droit commun européen, eh bien, il ne devrait plus y avoir de CRA. Les gens devraient être assignés à résidence avant d'être reconduits à la frontière. Sans centre de rétention administrative, les délais d'expulsion seraient donc rallongés. En attendant, les candidats à l'immigration prêts à risquer leur vie sont toujours plus nombreux. L'année dernière, 20 000 reconduites à la frontière ont été enregistrées par la préfecture de Mayotte et 597 Kwassa interpellés en mer. Et maintenant, je vous propose de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 29 avril et c'est présenté par Camille Leca.
La gendarmerie a enregistré plusieurs faits divers ces derniers jours. Parmi les plus marquants, cette découverte d'un corps sans vie sur la plage de Petite Moya à Pamandzi. Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années qui était adossé à un rocher. Le corps a été retrouvé dimanche matin par un couple de promeneurs. Il présente un traumatisme crânien et une blessure profonde au niveau de l'œil droit. L'autopsie se déroulait aujourd'hui pour déterminer les raisons précises de sa mort, mais les services de gendarmerie ont déjà pu identifier la victime. Il s'agit d'un étranger en situation irrégulière qui est arrivé sur le territoire à bord d'un kwassa au cours du week-end. Une enquête a été confiée à la section de recherche de Pamandzi avec l'appui de la brigade territoriale autonome. Accident spectaculaire ce matin à Passamenti sur la route nationale au niveau des arrêts de taxi. Sur les coups de 11 h, le conducteur d'une voiture blanche roulant en direction de Mamoudzou perd le contrôle de son véhicule. La voiture prend de la vitesse, son accélérateur se bloque et impossible pour le conducteur de ralentir. Afin d'éviter de percuter les véhicules devant lui, il décide de passer à droite dans la voie des taxis. C'est alors qu'il heurte une pierre et décolle littéralement du sol avant de faire plusieurs tonneaux. En bout de course, la voiture s'encastre dans l'arrière d'un bus en stationnement. Le conducteur est miraculeusement indemne, mais a quand même été transporté au CHM par les pompiers par mesure de sécurité. Le service militaire adapté s'implante en métropole. François Hollande l'a annoncé ce lundi lors d'une visite à Alençon. Son fonctionnement sera calqué sur celui des SMA appliqués dans les DOM-TOM depuis 1961. Mais avec un nom différent, il s'agira de service militaire volontaire, SMV. 1000 jeunes en grande difficulté seront ainsi accueillis dès cette année dans 3 centres basés en Moselle, dans l'Essonne et le sud de la France. En 2016, 4 autres centres seront ouverts pour accueillir à terme un total de 2000 recrues âgés de 18 à 25 ans. Sur l'année 2014, ce sont plus de 5700 jeunes qui ont bénéficié du SMA dans les territoires ultramarins. Un dispositif d'insertion professionnelle qui avait su séduire le président de la République lors de son passage à Mayotte en août dernier. Ce vendredi 1er mai, fête du travail, toutes les stations-service de l'île seront fermées et ce toute la journée. Cependant, les distributeurs automatiques de carburant de Magicavo et de Passamenti seront disponibles. De retour à Mayotte depuis 7 ans, Hachim, jeune Maoré originaire des villages de Mtsahara et Andrema, est diplômé d'un master en développement économique et aménagement local à l'Université de La Réunion. Rempli d'espoir pour son île, il nous expose son regard sur le développement du 101e département. Reportage Shakila Essouf et Leslie Vimné. Quand je regarde là, je le vois vraiment qui se dessine là, qui descend. Mais toi, tout à l'heure, tu disais, bah, de toute façon, c'est plus que des frères, c'est plus que des voisins. Géographiquement, on est ensemble. On est plus que des cousins. Mais toi, tu es déjà allé là-bas? Non. Comment ça? Non, je suis jamais allé, j'irai. T'as envie d'y aller ou pas? Il faut pas que je meure bête, hein. Résident au nord de l'île, le jeune ingénieur connaît bien le secteur et les radars à l'entrée de Mtsahara. Il avoue même y venir le soir pour voir les voitures qui circulent sur Anjouan. Depuis son retour à Mayotte, il a contribué à construire plusieurs pharés qui donnent vue sur le grand lagon mahorais. Sa famille et lui se revendiquent socialistes. Quand on demande à sa grand-mère qui l'a élevé son avis sur le mariage pour tous, elle donne une réponse qui semble remplie de sagesse. Side atia sharia hiyo haimana tinene kajaitia aja paramba mazashitu wenye wa kuifanya aono bora atie awafungidze na mneno apare mariaji wake be waitidatia amba watu ndo maana kaparola wanahusika mbambia mbaenda parane na mtu baba uno bele shitu mwavenzana. D'abord agent chargé de l'aménagement à la mairie de Bandrabois en 2011, puis salarié à IBS, il est actuellement directeur des services au territoire à la mairie de Mtsamboro et capitaine de l'équipe de football de Handrema, très entouré et apprécié des 2 villages d'où il est originaire. Il a su trouver sa place au niveau professionnel et social. Il observe l'évolution de l'île avec son regard d'ingénieur et constate que le nord est oublié et que toute l'attention est concentrée sur Mamoudzou. Mais ce qui se passe dans la capitale lui fait peur. Il nous donne son avis sur ce qui freine le développement économique du 101e département.
En fait, le problème à Mayotte, c'est tant qu'on ne réfléchira pas sur une stratégie de déploiement des services ici, on aura toujours des problèmes sur Mamoudzou. Ça veut dire la CAF à Mamoudzou, sécurité sociale à Mtsamboro, l'ADI à Djoumounié, à Kombani, on pourrait mettre quoi? On pourrait mettre Pôle emploi et tout ça. Mais regrouper tout ça dans une petite ville, c'est normal qu'il y ait des embouteillages, les gens ne savent pas où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, à quelle heure ils partent, quelle heure ils vont arriver et tout ça. De nombreux jeunes comme lui, diplômés, souhaitent contribuer au développement de l'île, mais sont souvent découragés une fois sur place par le système. En acceptant de faire ce portrait, ils souhaitent pousser les autres jeunes mahorais à revenir sur l'île pour construire ce département et espèrent que les élus prennent conscience qu'ils doivent faire confiance à la jeunesse mahoraise en l'aidant à s'installer sur l'île. Aïnoudine Salim, je vous ai vu sourire, c'est que le message est passé de votre côté? Oui, le message est bien passé. C'est un jeune de chez nous, c'est notre directeur de service technique à la mairie de Mtsamboro. Et quand nous voyons bien sûr notre secteur comme ça bien qui passe à la télé, ça fait toujours plaisir. Et l'idée qu'il défend, c'est l'idée que tous les candidats au nord défendent. Il faut désenclaver Mamoudzou et développer des services à l'instar de la maison de service par exemple qui se retrouve à Amjago. Il faut désenclaver Mamoudzou en mettant les services auprès de la population parce que ici à Mayotte, la population parfois n'a pas beaucoup de moyens pour le déplacement. Nous n'avons pas de transport interurbain. Quand vous venez à Mamoudzou pour une chose, vous devez prendre un jour de congé parce que vous ne pouvez pas venir retirer votre argent à la banque et rentrer chez vous le jour même pour pouvoir aller au travail. C'est très difficile. Donc c'est une bonne idée. Et moi, quand je vois des jeunes comme ça qui réussissent, je les encourage. Nous faisons tous partie de ces jeunes-là et nous aimerions bien que nos jeunes prennent l'exemple sur ceux qui ont réussi. Alors, je m'adresse à vous maintenant, Elanziz Amidou, secrétaire général de l'UDFO, l'Union départementale de force ouvrière. Alors, vendredi, on le sait, sera jour férié, 1er mai, fête du travail. Vous avez prévu, vous, d'aller dans les rues de Mamoudzou, notamment, pour le défilé habituel du 1er mai? Bien entendu, comme on l'a fait l'année dernière, chaque année, vous savez très bien que c'est la fête du travail et que tous les syndicalistes se retrouvent et c'est une rencontre républicaine où les gens discutent et essayent de trouver des solutions par la suite et tout. Donc moi je pense que cette journée-là, elle est primordiale parce que c'est une journée chômée et payée. Elle est consacrée aux travailleurs. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je lance un appel à tous les syndicats Force ouvrière de Mayotte et aux autres syndicats aussi qui peuvent se joindre à nous à un grand rassemblement à la place de la République à partir de 8h pour qu'on puisse se parler, faire un peu le bilan de ce qui se passe au niveau du département et envisager aussi les luttes futures parce qu'il faut savoir que dans ce département-là, on est quasiment sinistré en matière de droits sociaux. Il y a plein de rattrapages à faire. Il manque de volonté politique réelle pour faire développer ce département-là. Donc nous, en tant que force vive de la nation, en tant qu'organisation syndicale, on est là pour construire le rapport de force nécessaire pour impulser tous ces politiques publiques pour qu'ils aient conscience que Mayotte, c'est le 100e département français et qu'il y a lieu aujourd'hui à ce que l'égalité républicaine soit une réalité. Parce qu'il est inconcevable, il est inadmissible que dans un département comme celui de Mayotte, les citoyens ne sont pas traités comme les citoyens qui vivent à La Réunion, en Guadeloupe, à Martinique. Ici, il est inconcevable d'expliquer à la population qu'ils ont droit qu'à 50% du RSA. Pourquoi? Ça, nous, les syndicalistes, on l'explique. C'est qu'aujourd'hui, on est français. Aujourd'hui, on a plus que jamais le droit de revendiquer notre appartenance à la France et aussi cette égalité républicaine-là. Et donc, on ne l'aura pas, à mon sens, si
nous engageons pas les luttes nécessaires pour obtenir tous ces avantages sociaux. Alors on a vu récemment l'ensemble des organisations syndicales se lever comme un seul homme pour demander leurs droits. Est-ce que ça sera le cas? C'est ce que vous espérez? Je pense qu'aujourd'hui, l'heure est venue à l'unité syndicale. Donc, on en a fait la démonstration la fois dernière. Je pense qu'on est bien parti pour organiser la riposte et faire en sorte à ce que, à Mayotte ici, comme ailleurs, on puisse dire enfin, on est français à part entière, on a des droits sociaux, on a l'égalité républicaine, on est dans une France une et indivisible. Pour finir, juste le rappel, donc ça sera vendredi matin. Ce sera vendredi matin, à partir de 8h, il y aura un rassemblement au niveau de la place de la République, sur le parvis du comité du tourisme. Donc, il y aura toutes les organisations syndicales et je pense que à ce moment-là, on aura toute l'attitude de fêter de façon vraiment agréable la fête du travail qui est le 1er mai. Merci beaucoup El Anziz, merci également à vous Enoudine Salim. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Ornella Périne vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. À 19h35, vous retrouverez l'invité du temps de parole, Tani Mohamed Swalihi, sénateur de Mayotte. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Vous pouvez également voir et revoir l'actualité en continu sur notre site l'infocoésie.fr. Très bonne soirée à vous sur KTV.